C'est effectivement une nouvelle conférence débat de l'Université populaire européenne de Grenoble, organisée une nouvelle fois à la Maison de l'International. On a un partenariat très ancien avec la Maison de l'International, bien sûr, avec aussi Europe Direct, Isère, Savoie, partenariat ancien. Cette conférence se déroule au moment où il y a dans ces salles une exposition de photographies sur la guerre en Ukraine, sur des enfants qu'on voit au pied de monuments détruits en Ukraine. Guerre déclenchée le 24 février 2022. Dans 2 jours, cela fera effectivement 2 ans que cette guerre se poursuit. Nous avons la chance aussi d'avoir deux intervenants qui ont accepté d'intervenir sur ces sujets. D'abord, Fanny Coulon-Duchère, maître de conférence HDR en économie à Sciences Po Grenoble, membre du laboratoire PAC. Elle a beaucoup étudié, comme le montrent ses très nombreuses publications, sur les questions économiques liées à l'industrie de l'armement, liées au complexe militaro-industriel, mais aussi à l'impact de la guerre économique sur les innovations militaires au moment de la transformation du numérique. Ces articles sont faciles d'accès, ils sont en français et en anglais lorsqu'on les observe. Elle est donc très qualifiée pour nous présenter en premier, et on fera ensuite second, les leçons économiques de cette guerre. La parole. Merci Henri. Alors je vais peut-être prendre le câble. Alors je suis un maître des horloges pour qu'on puisse effectivement entendre les communicants et qu'ensuite on puisse échanger avec vous, bien sûr. J'ai la lourde tâche de débuter. Je remercie chaleureusement le professeur Henri Oberdorf de m'avoir invité. Je suis d'autant plus honorée que j'ai été son étudiante attentive, mais peu douée pour le droit public. Quand j'étais étudiante à Sciences Po Grenoble, et qu'il enseignait avec brio les institutions publiques. Voilà, donc 2 ans après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le conflit semble s'enliser et devoir durer encore de longs mois, voire des années. C'est pourquoi il peut paraître présomptueux de prétendre tirer des leçons définitives de cette guerre et des leçons économiques. Cependant, le coût économique peut déjà être présenté, même si les données comptables peinent à le faire apparaître dans sa totalité. Et d'ores et déjà, ce conflit conduit à s'interroger sur la pérennité du processus de la globalisation économique, déjà ralenti par une succession de crises inaugurées par celle du subprime en 2008. Ce conflit révèle cependant aussi une remarquable résilience des réseaux transnationaux de l'économie globale qui temporairement peut limiter les conséquences économiques négatives du conflit. Pour le cas spécifique de la production d'armement, quelles leçons peuvent être tirées de ces longs mois de conflit ouvert qui permettraient d'orienter la politique industrielle dans les pays producteurs et les coopérations européennes? Et plus largement, quels enseignements ce conflit nous révèle-t-il concernant les liens entre économie de marché et militarisme? Étant donné le temps limité qui m'est imparti, je vais essayer de présenter le plus succinctement possible 3 leçons économiques principales. Alors, voilà, donc la première leçon, enfin entre guillemets, je ne prétends pas évidemment donner des leçons, c'est le constat selon lequel le coût économique du conflit pour les belligérants est en partie absorbé par les flux et les réseaux de la globalisation économique. C'est une guerre interétatique qui engendre des coûts majeurs qui seraient trop longs d'énumérer dans sa totalité. Pour l'Ukraine, il suffit d'évoquer les pertes de capital humain, les destructions de richesses matérielles, d'infrastructures, la perturbation des échanges et du bon fonctionnement des marchés, la perte d'attractivité et d'opportunités économiques. Aujourd'hui, 34% du PIB de l'Ukraine est absorbé par les dépenses militaires. 34%, c'était seulement 4,5% en 2021. Pour vous donner une idée, la moyenne mondiale est à 2,2%. Selon la Banque mondiale, la baisse du PIB ukrainien a été de 29,2% en 2022. La pauvreté a bondi de 5,5% à 24,2%. L'Ukraine était déjà en 2021 l'un des pays les plus pauvres d'Europe. Le PIB par habitant, alors en 2022, est estimé par la Banque mondiale à 4 500 $,
contre 32 600 pour la moyenne de l'Union européenne. Et ça, c'est en parité de pouvoir d'achat, donc en tenant compte des différences de pouvoir d'achat. Donc il y a eu des effondrements de pans entiers de l'économie ukrainienne, et notamment dans le bâtiment. Et la guerre a aussi un coût pour le reste du monde, dont les canaux de transmission sont bien connus, donc la hausse des prix des hydrocarbures, des produits alimentaires, la désorganisation des chaînes de production mondiales, la hausse des taux directeurs des banques centrales pour juguler l'inflation. Donc cette guerre semble enterrer la période de globalisation heureuse et la preuve du coût de la guerre en Ukraine pour les économies européennes, c'est la proposition en avril 2023 de la Commission européenne du renforcement du budget de l'Union européenne pour faire face notamment aux coûts accrus du programme de relance Next Generation European Union du fait de la hausse des taux de la BCE et pour accélérer la sortie des hydrocarbures. Dans ce contexte d'urgence, la Commission européenne a également décidé de nouvelles dépenses pour la compétitivité à long terme dans les technologies critiques et notamment les batteries électriques, avec la création d'une plateforme de technologie stratégique pour l'Europe. Par ailleurs, l'Union européenne a créé un instrument hors budget, la facilité pour l'Ukraine, qui sera majoritairement financé par la dette, en fait, et doté de 50 milliards d'euros pour les 3 prochaines années. Ça permettrait de couvrir une partie des besoins de financement, mais selon une estimation donc, de plusieurs institutions, sur 10 ans, les besoins de financement de l'Ukraine s'élèvent à 384 milliards d'euros, 13 milliards rien qu'en 2023. Et donc, il y a des aides aussi du Fonds monétaire international, et notamment en avril 2023, le déblocage de 16 milliards de dollars, qui fait partie d'un grand plan d'aide internationale de plus de 100 milliards de dollars. Alors, grâce à toutes ces aides internationales, l'économie de guerre ukrainienne continue à se maintenir et le Fonds monétaire international table même sur une reprise en 2023 et sur une accélération de cette reprise jusqu'en 2025. Alors, ça peut paraître surprenant. Bon, alors, il faut souligner les limites des mesures de la croissance en termes de PIB. Parce que, en fait, le PIB n'enregistre pas toutes les destructions matérielles. Le PIB n'enregistre que les activités économiques. Et donc, tout ce qui est destruction et perte de... alors, les morts, évidemment, et les blessés, les pertes de capital humain, les pertes matérielles, les destructions d'infrastructures, et puis toutes les externalités négatives comme la pollution des sols et notamment par les mines qui rend très difficile l'agriculture dans les zones qui ont été reconquises et où on parle déjà de reconstruction. Donc il y a des dépenses colossales qui seront nécessaires notamment pour la sécurisation de l'activité agricole. Tout ça, ce n'est pas enregistré dans les calculs comptables de la croissance économique. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on a ce paradoxe de la croissance attendue par le FMI. Mais il faut dire aussi que l'aide internationale permet de maintenir à flot cette économie ukrainienne qui, sinon, se serait effondrée sous le poids de cet effort budgétaire colossal à 34% du PIB. Par ailleurs, il faut noter qu'il y a des flux d'investissements internationaux qui génèrent des ressources complémentaires à l'aide internationale. De fait, alors je crois que j'ai une... donc voilà, là c'était sur les dépenses militaires. On voit que l'Ukraine, qui était très loin dans le classement, ça c'est en anglais, c'est le CIPRI, est remontée au 11e rang des pays en termes de dépenses militaires. Bon, c'est 34% du PIB, il n'y a pas d'autres pays bien sûr qui atteint un niveau pareil, donc c'est une situation tout à fait particulière. On voit ici, oui, j'ai oublié de vous montrer que l'Ukraine est un pays très pauvre. Là, je vous ai fait la comparaison en parité de pouvoir d'achat. Donc l'Ukraine, c'est la courbe du bas du PIB par habitant. Donc c'est une économie qui est extrêmement pauvre et qui est... Oui. Ah. J'ai très peu de diapositives. Voilà, et puis là, je voulais vous montrer... oui, je vous ai fait la comparaison avec la Pologne, la Bulgarie et la Russie. Et donc la Russie est en vert. Et l'Ukraine, c'est la courbe qui est... Je suis désolée, je n'ai pas de pointeur. L'Ukraine, c'est la courbe qui est ici en bleu. La Russie est ici en vert.
bon, ça va. Voilà, donc c'est le PIB par habitant. Donc on voit que l'Ukraine est un pays qui est relativement pauvre. En fait, dans la région Europe, c'était le pays le plus pauvre avant le déclenchement du conflit. Voilà, alors on voit quand même qu'il y a des entrées en fait d'investissements étrangers en Ukraine qui sont attirés sans doute par différents motifs, mais notamment les budgets consacrés déjà à la reconstruction de l'Ukraine et les aides internationales. Et par ailleurs, il y a aussi... Nous, il faut peut-être qu'on revoie quand même ce qu'on a sous les yeux. Accessoirement. Voilà, donc l'Ukraine est soutenue aussi par des investissements privés. Donc en plus des financements institutionnels de l'Union européenne et du Fonds monétaire international, plus tout un tas d'institutions internationales, il y a des investisseurs privés qui viennent en Ukraine parce qu'il y a des budgets, et notamment futurs, de reconstruction, mais aussi parce qu'il y a des perspectives, notamment dans le domaine de l'armement. Alors bon, il y a des investissements qui ont fait un peu parler, notamment le groupe allemand Bayer. Alors là, c'est 60 milliards de dollars qui sont investis dans l'agroalimentaire. Et puis dans l'armement, il y a des Rheinmetall, l'énorme groupe allemand de la défense qui investit pour produire des chars Léopard. 400 prévus, hein. Le français Airfus pour un atelier de maintenance de matériel militaire, etc. Alors voilà, donc c'était pour vous montrer, donc la première leçon, c'est que les réseaux de l'économie mondialisée, en quelque sorte, et les flux d'investissement privés ont permis de maintenir l'économie ukrainienne et en dépit du coût démesuré du conflit. Alors je ne parle pas de la Russie et des effets des sanctions économiques, parce que je crois qu'Éric va en parler. Mais bon, on parle aujourd'hui beaucoup de l'inefficacité des sanctions dues aussi à des flux alternatifs issus de l'économie globale. Alors la deuxième leçon que l'on peut tirer de la guerre en Ukraine, c'est que l'insertion dans l'économie globale n'a pas fait disparaître le risque d'une guerre en Europe. C'est-à-dire que la globalisation économique qui a été entamée dans les années 80 et qui s'est accélérée avec la fin de la guerre froide, avait avec elle, alors si on remonte aux années 80, on était dans la théorie de la fin de l'histoire avec l'idée qu'il n'y aurait plus de conflits militaires majeurs et que désormais l'économie de marché qui se diffusait partout, donc dans l'ex-bloc soviétique, mais aussi avec la Chine qui accélérait ses réformes, et puis tous les pays du Sud qui, sous la pression des institutions internationales, ouvraient aussi leur marché. Donc on avait l'impression que l'économie de marché se répandait partout et que c'était définitif, et que ça s'accompagnait d'un modèle démocratique, bon, ce qui n'est pas forcément évident, mais il y avait cette idée qui était en fait une idée des néoconservateurs américains, et notamment de Francis Fukuyama, l'idée que l'ère du militaire était passée et qu'il y aurait une paix, la paix kantienne, grâce à l'économie globalisée. En fait, on est vraiment revenu de cette idée, bien sûr. La grande rupture, ça a été les attentats du 11 septembre 2001 et la guerre globale contre le terrorisme américaine. Et puis en Europe, c'est évidemment à partir de 2014, avec l'invasion de la Crimée. 2020, ça sera la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et puis l'invasion de l'Ukraine en 2022. Et donc, on voit que, en fait, on est dans une situation avec l'invasion de l'Ukraine qui montre que les déterminants économiques et les considérations économiques n'ont que peu compté, sans doute. Alors, c'est sans doute à nuancer, mais à première vue, on pourrait penser que le régime et que le président Vladimir Poutine n'a que peu pris en compte les coûts économiques de la guerre. Parce qu'à première vue, on peut s'interroger sur la finalité de l'invasion et sur le coût énorme que ça allait générer pour l'économie russe avec l'aggravation des sanctions économiques, les pertes de débouchés pour le gaz russe et tous les manques à gagner en termes de partenariat technologique et de développement industriel. Donc c'était évident que l'invasion de l'Ukraine
pour la Russie, allait enfermer la Russie dans un modèle d'économie qui resterait très orienté sur le secteur primaire et avec des difficultés à se diversifier dans le secteur secondaire et à acquérir des technologies de pointe qui étaient pourtant promises par beaucoup de partenariats avec les pays européens et avec le risque aujourd'hui évidemment d'un enfermement de la Russie aussi dans une dépendance accrue avec la Chine et des moindres opportunités de développement économique que par le passé. Donc voilà, alors il semble que la recherche de prestige et des considérations politiques est présidée à l'invasion de l'Ukraine côté russe. Alors après, si on y regarde de plus près, c'est peut-être un peu plus compliqué, parce que les déterminants économiques du conflit ne doivent pas être écartés. L'Ukraine est un territoire très riche en ressources naturelles, qui intéresse particulièrement l'économie mondiale. Alors, c'est le grenier à blé du monde. Avant l'invasion, c'était 12% du marché mondial de blé, mais c'est énorme, et 50% de celui du tournesol. Les ports de la mer Noire avaient une importance vitale pour l'approvisionnement alimentaire de beaucoup de pays, et notamment des pays du Sud. Et déjà, donc c'est le grenier à blé c'était le grenier à blé de l'URSS déjà depuis Khrouchtchev et sa réforme agricole. Hein. Et puis le territoire ukrainien, il regorge aussi de minerais stratégiques qui sont particulièrement nécessaires aujourd'hui à l'industrie mondiale et dont l'approvisionnement est considéré comme nécessaire aujourd'hui. En témoigne par exemple en Europe la promulgation d'une loi, le Critical Raw Material Act, pour protéger l'approvisionnement en matières premières stratégiques. Donc c'est quelque chose qui a été mis en place très récemment en 2023. Donc tous les pays aujourd'hui sont obsédés par l'approvisionnement en minerais stratégiques notamment. Et il se trouve que l'Ukraine est le 7e producteur mondial de minerais de fer, le 8e producteur de manganèse, le 6e producteur de titane, le 7e de graphite, le 8e d'uranium. Donc l'Ukraine est très riche en ressources naturelles. Et la Crimée, on oublie, et on a beaucoup passé sous silence, le fait que l'annexion de la Crimée est aussi à examiner sous cet angle économique. Parce que le territoire regorge de ressources naturelles et il y avait des violations régulières qui étaient relevées par les ONG de la Convention internationale des Nations Unies sur le droit de la mer par la Russie, notamment en 2017-2018, etc., parce que la Russie exploitait, à l'encontre des lois internationales, les gisements d'hydrocarbures au large de l'Ukraine, de la Crimée, et puis il y avait aussi beaucoup de ressources d'hydrocarbures en Crimée. Voilà. Donc, n'en déplaise aux néoconservateurs américains, les considérations économiques sont... en fait, l'économie génère des conflits et est loin d'être pacificatrice. Donc, la fameuse utopie libérale, parce que c'est ça qui est en jeu, que l'économie et les interdépendances économiques créent la paix internationale, est complètement fausse, en fait. Et à mon avis, c'est démontré par ce conflit en Ukraine et avant par l'annexion de la Crimée. Alors, ça a toujours heurté beaucoup les libéraux, parce qu'il y a quelque chose de marxiste dans cette idée de déterminant économique des conflits. Alors, juste pour finir, je sais qu'il y a peu de temps, mais ma dernière leçon, voilà, c'est que la production d'armement nécessite un soutien étatique et ne peut pas être complètement libéralisée. Bon, parce qu'évidemment, la guerre en Ukraine pose le problème de l'approvisionnement en armement. On a, en fait, et notamment ça a mis en lumière les difficultés de la production de défense dans l'Union européenne. Et notamment, par exemple, en France, la difficulté à faire passer la loi de programmation militaire témoigne de la difficulté dans des démocraties parlementaires, mais ce qui est très sain, hein, c'est pas du tout une critique, la difficulté à faire accepter des hausses de budget militaire. Et quand, par exemple, le président Macron décrète le réarmement, la nécessité du réarmement, il ne suffit pas de le vouloir pour y arriver. D'ailleurs, dans les années 30, au moment du réarmement en France et en Allemagne aussi, enfin en Grande-Bretagne, etc., il y a eu énormément de difficultés aussi, parce que en fait, on est dans des secteurs qui sont en grande partie privés, c'est des industriels avec des intérêts économiques, mais il y a aussi les opinions publiques qui peuvent être réticentes à une augmentation des dépenses militaires. Et de ce fait, l'Europe est la seule région du monde
où il n'y a pas eu d'augmentation des dépenses militaires au début des années 2000. C'est la seule région du monde où on voit très bien d'ailleurs dans le graphique, alors je suis désolée, c'est un peu petit, mais le graphique qui est à droite ici, on voit que l'accélération, enfin il y a une hausse des dépenses militaires européennes en 2015. Donc c'est suite à l'annexion de l'Ukraine. C'est essentiellement dû aux pays d'Europe centrale et aux nouveaux entrants. Par exemple, on voit, j'avais calculé entre 2018 et 2022, par exemple, la Hongrie a augmenté de 72% ses dépenses militaires, pour vous donner une idée, la Lituanie 44%, etc. Donc il y a une très forte hausse des dépenses militaires, mais qui en fait est un rattrapage, et on était extrêmement loin. Parce qu'il y avait beaucoup de pression budgétaire et que quand il y avait des coups de rabot dans les dépenses publiques, le secteur militaire était souvent l'un des plus impactés. Et donc il y a une grosse différence avec la Russie et les régimes autocratiques de manière générale, où il y a très peu de transparence. En Russie d'ailleurs, un témoignage de ce manque de transparence, c'est que dans le dernier classement du CIPRI sur les entreprises de défense russes, il n'y en a plus qu'une, c'est Rostec, qui est une holding complètement opaque, alors qu'avant il y avait quand même le détail des entreprises par type de production. Et donc aujourd'hui c'est le blackout complet sur la production de défense en Russie. Voilà, alors ce qui est sûr, c'est que la production de défense, on peut quand même voir aujourd'hui, avec l'expérience européenne, que ce n'est pas un secteur comme les autres. En fait, en Europe, il s'est passé ce que l'administration Clinton aux États-Unis aurait voulu pour les États-Unis, c'est-à-dire la diminution du poids des industriels de la défense dans l'économie. Ça s'est produit en Europe. Les démocrates américains auraient aimé que ça se produise aux États-Unis, parce qu'il y a le Pentagone était à un poids, c'est un État dans l'État, c'est énorme. Les États-Unis, c'est 40% des dépenses militaires mondiales, 51% des ventes d'armes dans le monde. C'est colossal. Et en Europe, il s'est passé en fait ce qu'auraient voulu les démocrates aux États-Unis, c'est-à-dire une démilitarisation. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'on se retrouve avec des problèmes d'approvisionnement, et on se rend compte que, en fait, sans politique industrielle volontariste et en fait sans subvention des industriels de l'armement, ça marche pas. Voilà. Merci beaucoup de ces éclaircissements. Et économiste sur ces sujets. Alors je passe tout de suite la parole à Éric Brunat, enseignant-chercheur en économie, lui aussi, docteur habilité à diriger des recherches à l'université de Savoie-Mont-Blanc, à la faculté de droit, professeur à l'Institut des relations internationales et sciences politiques de Paris, docteur honoris causa d'université d'État de Sotchi d'Irkoutsk, fédération de Russie, ancien conseiller économiste aux Nations Unies, en Russie, Biélorussie, Moldavie, donc il connaît très bien cette région. Nous sommes intervenus à l'occasion de la première année de guerre ensemble à Chambéry. Il a parfaitement donc son rôle pour nous traiter en second les leçons géopolitiques de cette guerre. Merci Henri Oberdorf. Permettez-moi de vous saluer, mesdames et messieurs. Je souhaite remercier l'UPEG et Henri Oberdorf de cette invitation. C'est vrai que ce n'est pas notre premier exercice commun, mais c'est vraiment très sympathique de nous avoir invités. Je souhaite aussi remercier la Maison des associations de Grenoble pour cette réunion. Parler de la géopolitique du monde, diable, en 10 minutes n'est pas chose aisée. C'était 15 minutes, donc c'est pas... Oui, mais j'ai déduit les 5 minutes de Fanny. Alors, je voudrais, si vous me permettez, il y a des choses qui... C'est vrai que c'est ma vie, je suis allé plus de 120 fois, 115 fois en Russie, plus de 30 fois en Ukraine, c'est ma vie entière. Et pourtant, je ne sais pas interpréter, parce que je n'en ai pas les compétences, ce qui est dans la tête du président de la Fédération de Russie. Donc, permettez-moi d'en rester à des éléments factuels, des éléments scientifiques ou de déduction, mais certainement pas pour... Je ne sais pas quelle carte de géographie ou quel livre d'histoire il a ouvert devant ses yeux. Je voudrais vous conseiller la lecture de deux personnes plus compétentes que moi
sur ces sujets. Le célèbre livre de Michel Elchnaninov, Dans la tête de Vladimir Poutine, qui est un ouvrage très intéressant avec un angle philosophique. Et puis un autre livre assez remarquable, moins connu que le premier, qui s'appelle, qui a pour titre Culte de la guerre et de la mort. Culte de la guerre et de la mort, la folie narcissique d'un homme de pouvoir. Et cet ouvrage est écrit par Madame Elsa Schmidt-Kitsikis. C'est un ouvrage de référence, je pourrais le rappeler si certains sont intéressés. Alors, puisque je ne sais pas rentrer dans la tête de ce qui guide le président de la Fédération de Russie, je vais en rester aux faits. Et j'aimerais, si vous me le permettez, revenir sur les années 90. J'habitais en Russie, je suis allé en Ukraine aussi à ce moment-là. Je crois qu'il faut que nous gardions, puisque nous sommes en dehors de la tête de M. Poutine, il faut quand même garder à l'esprit combien ont été mutilés ces nations, ces pays, pendant les années 90. Et ces deux nations ont souffert pratiquement des mêmes maux. Ça s'appelle une thérapie de choc. Une thérapie de choc qui s'appuyait dans les années 90 sur deux éléments économiques. Une libération brutale des prix. Les prix étaient administrés dans l'économie de type soviétique. Ils ont été libérés en quelques semaines et ça a engendré une inflation terrible qui a appauvri une partie considérable de la population en Fédération de Russie et en Ukraine. D'autres pays de l'ex-Union soviétique ont souffert de cela aussi. L'autre point, ça a été une vague de privatisation inédite. Une vague de privatisation inédite qui a été faite sans les juristes. Les économistes sont trop arrogants. Nous sommes économistes, mais franchement, moi je me souviens, autour de la table, il n'y avait pas de juristes. Et ensuite, on se plaint, à juste titre, on regrette qu'il n'y ait pas de droit de la famille, de droit du travail, de droit des affaires, de cadastre, et que ce soit un volo, tout est laissé à volo, et c'est ce qui s'est passé dans les années 90. Il en résulte une économie russe et ukrainienne, tu l'as bien rappelé, vraiment qui ont subi des cures d'amaigrissement, sous l'égide notamment, mais oui, sous l'égide de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et d'économistes néolibéraux russes et ukrainiens qui ont contribué à des choix, qui ont fait des choix de politique économique qui auraient pu être différents. Mais l'humiliation était grande. Et à la fin des années 90, Fanny, le PIB de la Russie était inférieur à 200 milliards de dollars. C'est-à-dire à peu près l'équivalent de l'Ukraine d'aujourd'hui. Hein, sauf qu'il y a 145 millions de kilomètres carrés à administrer. Donc il faut garder cela à l'esprit. Alors, je voudrais maintenant organiser mon bref propos géopolitique en 3 temps. Je ne reviens pas sur les dates majeures qui ont précédé le déclenchement de ce conflit. J'y reviendrai si la discussion nous y autorise. Hein, je ne sais pas. Il y a quelques dates clés qui sont importantes, mais ce n'est peut-être pas le moment. Donc, je voudrais organiser mon propos sur trois sujets. D'abord, pour rappeler ce que la Fédération de Russie a perdu dans cette affaire, alors qu'elle pensait avoir gain de cause rapidement et de façon massive. La première chose, d'un point de vue géopolitique, que la Russie a... il n'y a pas de hiérarchie dans mais je vois 7 points. Hein. Le premier point que je vois, mesdames et messieurs, c'est que la Finlande et la Suède renoncent. En Finlande et en Suède, les enfants naissent neutres. Ils naissent neutres depuis toujours. Et voilà que la Finlande et la Suède renoncent à cette neutralité, c'est un événement majeur ça, hein, et pour rejoindre l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. La Finlande a rejoint l'OTAN le 3 avril 2023 et la Suède va le faire dans les mois qui viennent. Le deuxième point, précisément, c'est la relance d'une réflexion sur les questions de défense.
et donc précisément les dépenses militaires, mais une réflexion aussi sur le rôle de l'OTAN. Parce que la réflexion sur le rôle de l'OTAN, nous ne l'avions plus. Nous ne l'avions plus. Hein. Moi, combien de fois j'ai entendu, mais à quoi sert l'OTAN? Hein. Alors maintenant, on voit un peu mieux à quoi l'OTAN peut servir, mais il n'en demeure pas moins que cette réflexion avait été abandonnée pendant trop longtemps, et ça a créé beaucoup de mésintelligence ici et là. Une réflexion sur les questions de défense et une réflexion sur le rôle de l'OTAN, sur les défenses européennes et sur les priorités budgétaires de défense des uns et des autres, y compris dans les démocraties. Le troisième point, c'est quelque chose que M. Poutine n'avait pas imaginé, c'est une relance de l'esprit européen, de la construction européenne. C'est une sorte de catalyseur qui a... ce n'est pas toujours fluide, ce n'est pas toujours... mais nos amis hongrois marquent quelques différences de temps en temps. Il y a d'autres... Mais globalement, ce conflit n'a pas débouché sur des forces divergentes mais convergentes, avec une voie relativement homogène. Jusqu'à présent, c'est un point qui me semble important. Je vous glisse, puisque nous parlons de l'Europe, que l'Europe, malheureusement, anticipe peut-être peu ou pas assez les choses, et l'Europe innove au cœur des crises. Que ce fût une crise financière, que ce fût une crise de type militaire, l'innove au cœur... Alors pour l'instant, l'Europe continue d'innover, la Covid, etc. Nous innovons au cœur des crises. Voilà, c'est une petite remarque qui est un peu hors sujet, mais qui j'aime à partager. Le quatrième point, eh bien, ma foi, ça c'est quelque chose d'assez inattendu pour avoir travaillé beaucoup à Kharkiv, l'ancienne capitale ukrainienne, Kharkiv, qui est dans une zone russophone, qui était, je dois le dire, russophile, Kharkiv, qui était capitale de l'Ukraine jusqu'en 1934. Eh bien, le quatrième point, c'est le nationalisme ukrainien, un nationalisme ukrainien inattendu lui aussi, rapide et profond. Alors peut-être à l'exception, il faudrait que j'ai plus de temps pour travailler avec vous ce qui se passe vraiment sur les bandes extrême est, dans la République autonome de Lugansk ou dans la République autonome de Donetsk. On pourrait effectivement voir, là il y a peut-être quelques nuances. Mais globalement, à l'est du Dniepr, il y a clairement un sentiment ukrainien qui est né. Et ça c'est vraiment quelque chose de très très important, je crois. Même ensuite, même en Crimée. Non, en Crimée, c'est pas. J'associerai la Crimée, monsieur, dans le temps qu'il me faudrait pour pouvoir approfondir. C'est pas tout à fait comme à Donetsk ou Lugansk, mais c'est pas la même chose non plus que le reste de. Je vous remercie de votre remarque. Le cinquième point, c'est l'intérêt des Européens, un vrai intérêt. C'est dommage que ce soit une guerre qui aiguise cet intérêt, mais pour une zone qui est passée relativement inaperçue. Nous ne sommes pas collectivement assez intéressés aux bouleversements et aux transformations de frontières, de territoires sur l'Est européen. Et aujourd'hui, bien ma foi, il y a un intérêt européen, français, européen, pour la Moldavie, pour la Géorgie, et pour l'Ukraine. Ça, c'est positif. Et aussi, ce que la Russie doit bien considérer en profondeur, c'est qu'un retour impérial ou soviétique est impossible. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose aussi que M. Poutine devra réaliser à un moment ou à un autre. Il a aussi manqué son rendez-vous avec l'histoire. Je veux dire, si, il en a un. Actuellement, il a un rendez-vous avec l'histoire. Mais il a manqué un rendez-vous positif avec l'histoire. Parce que dans ce pays qui, bien que ce soit la troisième Rome, Moscou soit la troisième Rome, communément appelée comme telle, c'est un pays qui a souvent été oublié des dieux et qui a vécu des moments de coercition, des moments de régimes verticaux et des moments de société malmenée, sauf une petite fenêtre au début des années 2000, où effectivement une classe moyenne émergeait, et ce qui peut expliquer une partie de la réelle, même si les oppositions ont été laminées, il n'en demeure pas moins qu'il est relativement populaire, comme M. Xi Jinping
peut l'être à sa façon aussi dans son pays. Et c'est la classe moyenne qui vit moins mal ou qui vit mieux. Et ça c'est avec un discours nationaliste de retour de la Grande Russie, etc. Ça, c'est mon premier point. Mon second point, c'est une analyse que je n'ai, à mon grand regret, pas le temps d'approfondir ce soir, mais c'est une analyse que nous devons mener tous sur la nature des sanctions et sur les volumes des sanctions et sur l'impact des sanctions dans ce type de conflit. Il y a très peu de... je me souviens quand j'étais adolescent, je fermais des enveloppes pour ne pas qu'on nous achetions des fruits venant d'Afrique du Sud. Et ce sont des sanctions qui ont en partie fonctionné, bien que la réforme agraire reste à mener. Mais quand même, les exemples sont peu nombreux. Les exemples sont peu nombreux sur les sanctions. Et là, je voudrais souligner un point de géopolitique qui me préoccupe beaucoup. Il est à deux niveaux. Le premier niveau, c'est l'étonnante résilience de l'économie russe maintenant. Et là, j'ai un petit désaccord avec... mais tout petit. Tout petit. Non, mais il y a une étonnante résilience, parce que on prévoyait pour 2023 0% de croissance, voire une croissance négative en Russie, puis le FMI a revu sa copie à 0,2, puis aidé de la Banque mondiale, ils sont arrivés à 0,6, et aujourd'hui, les uns et les autres n'excluent pas une croissance russe de 3% cette année. On sable le champagne à l'Elysée à 3%. Hein. Donc c'est une croissance qui est... Alors ça s'explique, et il y a des éléments de géopolitique, puisque c'est le thème qui m'est confié. Alors, le premier, je vois 4 points. 4 points. Bien qu'à la différence de l'Ukraine, avec 34% de dépenses militaires, la Russie n'est pas encore une économie de guerre. C'est pas encore une économie de guerre. Les dépenses militaires russes sont à peu près à 6,5%, ce qui est énorme, hein, absolument énorme, mais c'est 2 points de moins que les États-Unis pendant la guerre du Vietnam. C'était 8,5 aux États-Unis. On est à 6,5, c'est une économie. Donc le premier point, c'est ce qu'on peut appeler un keynésianisme. Keynésianisme, c'est l'accompagnement par les pouvoirs publics, par une politique publique de l'économie dans son ensemble. C'est un keynésianisme militaire. Voilà. Donc des commandes passées à l'économie d'armement. Ça, c'est le premier point qui peut expliquer. Deuxième point, c'est la consommation des ménages qui, bien que l'inflation soit élevée en Russie, le revenu réel augmente cette année. Donc les revenus ont augmenté de plus de 16%, puisque l'inflation est à 16% en Russie aujourd'hui. Le troisième point, c'est ce que l'on appelle dans notre jargon d'économiste l'import-substitution. L'import-substitution, c'est qu'on va fabriquer ce qu'on importait avant. Et là, c'est déjà un petit point écorné sur les sanctions. Hein, puisque ce que l'on n'exporte plus, ils en produisent une partie. Et ce n'est pas seulement dans l'agriculture, mais clairement, nos agriculteurs, par des effets en boucle, nos agriculteurs français et allemands, et néerlandais et italiens, sont beaucoup plus frappés aujourd'hui par cette vague de sanctions. Nous devons réfléchir là-dessus, par effet de ricochet. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui est à considérer. Et puis, il y a aussi des effets de reconquête de marché intérieur ou d'import-substitution, y compris dans certains segments de l'industrie. Et le quatrième point, et franchement géopolitique, c'est qu'il y a assez rapidement, la Fédération de Russie est parvenue à trouver de nouveaux marchés pour ses exportations gazières et pétrolières de façon massive, puisqu'aujourd'hui la Russie dépasse en revenus ce qu'elle gagnait quand elle exportait c'est à peu près voisin, mais c'est légèrement supérieur, ce qu'elle gagnait lorsqu'elle exportait son gaz en Europe, vers des marchés des pays émergents, notamment. Et cette vente, ces nouveaux marchés se font, et ça c'est un élément nouveau que les économistes, les politiciens, les géopolitistes, etc., doivent prendre en considération. Ces ventes se font maintenant souvent en roubles. Ces ventes se font en roubles, ce qui permet de soutenir la monnaie russe. L'Arabie Saoudite, allié historique des États-Unis, eh bien, est un client, fournisseur, client, et le commerce s'établit aujourd'hui en roubles. Alors que ce n'est pas une monnaie convertible, c'est quelque chose qui est quand même très très important.
Le deuxième point, là c'est pour expliquer cet élément de résilience. Marché de fournisseurs et marché client ont été assez largement substitués dans le monde des émergents. Et là, ça m'amène vers une autre préoccupation. C'est que les pays émergents, un fossé est en train de se creuser. Et là, il faut l'analyser à la suite de Fukuyama, effectivement. Je suis d'accord. À la suite de Fukuyama, à la suite des décisions prises par le FMI, la Banque mondiale, cette vision un peu arrogante du monde unipolaire, les dégâts de cette vision simplifiée des années 90, je crois que nous sommes en train d'en payer le prix. Et lorsque l'on analyse les votes au Conseil de sécurité des Nations Unies, à l'Assemblée générale, je suis inquiet. Ce n'est pas seulement les 2 vétos russes et chinois qui sont inquiétants, c'est les 35 pays qui s'abstiennent pour condamner. J'ai encore juste un petit mot. Ce sont les 35 pays qui s'abstiennent et qui marquent un fossé aujourd'hui qui s'élargit, qui s'agrandit, et nous devons le comprendre. Je ne parle pas de M. Poutine et de cette guerre abominable, inacceptable et à l'ancienne. En plus, ils ne pourront pas capitaliser politiquement sur une terre qui n'est pas la leur. Donc ça, c'est bien entendu. En revanche, nous devons, nous, être suffisamment travailleurs et pour bien comprendre comment le monde est en train de s'ordonnancer avec un fossé qui se creuse, avec des pays africains, avec des pays d'Amérique du Sud, avec des pays de l'Asie, et ils sont assez nombreux. Voilà. Dans la discussion, j'aurais beaucoup à dire aussi sur l'Ukraine. Mais il y aura. L'Ukraine et l'Europe. Hein. Parce que je travaille, je suis dans des groupes de travail sur cette question. Donc, si vous voulez qu'on en partage un peu quelques résultats, je le ferai bien volontiers. Je vous remercie. Merci beaucoup. Comme je fais le maître des horloges, je vais essayer d'être moi-même respectueux du temps aussi. Alors, par contre, il faut peut-être mettre mon truc là. Je sais pas. Finalement, j'ai abandonné mon PowerPoint. Oui, c'est ce que j'ai vu. Oh, j'espère que ça marche. J'ai tenu combien? 14 minutes. 20 minutes. Bon, c'est pas grave. Si ça veut me brancher. Ah non, qu'est-ce qu'il me fait? Allez. Voilà. C'est bon, mais je vais mettre un peu. C'est là, non? Oui. C'est pas le diapo. Sinon, moi, je sais faire. Allez. Merci. Ça, je sais pas ce que c'est. Alors moi, j'ai la tâche d'évoquer la concrétisation déclenchée par la guerre en Ukraine d'une Europe de la défense. Et je mets bien sûr un point d'interrogation sur ce point. Ne pensez pas que la guerre serait de retour sur le territoire européen, même s'il y a eu la Yougoslavie, il ne faut pas l'oublier aussi, bien évidemment. Guerre déclenchée le 24 février 2022. Est venu mettre en lumière, en quelque sorte, la question de la défense européenne et de la capacité de l'Union européenne d'agir sur ces sujets. Il ne s'agit d'aider l'Ukraine, mais sans faire la guerre à la Russie. Ce n'est pas forcément si facile que cela, mais c'est ça dont il est question aussi. Alors, lorsqu'on regarde l'Ukraine en situation en 2024, c'est important de voir ça. Cette opération militaire spéciale, à l'initiative du président russe, a fait de nombreux dégâts de toutes sortes sur le territoire ukrainien. D'ailleurs, les images qui sont autour de nous sont des images des dégâts, avec des enfants juste au milieu. Alors, il est... Pardon? Ce sont de remarquables témoignages. Ouais, moi, je trouve, et dans cette salle et dans la salle d'à côté, tu en diras quelques mots tout à l'heure, mais c'est un élément important. Il est difficile d'avoir des chiffres sur les blessés et les morts pendant ces deux temps de guerre. On considère côté ukrainien plus de 70 000 morts et 100 000 blessés, vraisemblablement plus que cela. Du côté russe, 300 000 morts ou blessés, supérieur à ce pour l'Ukraine. Et à ce jour, on voit sur ce-là, la Russie a conquis 18% du territoire de l'Ukraine, 100 000
km², c'est l'équivalent du Portugal, si l'on fait des comparaisons sur ce registre-là. Et cette guerre a des effets majeurs, et beaucoup le disent, je pense à Thomas Gomard, dans un ouvrage récent sur l'accélération de l'histoire, il considère que cela concerne l'ensemble du Bosphore aussi, et de tous les pays qui sont voisins du Bosphore. En même temps, déclenchant cette guerre, et vous l'avez dit l'un et l'autre d'une certaine manière, au fond, le président russe a obtenu l'inverse de ce qu'il souhaitait. L'émergence d'une vraie nation ukrainienne et qui s'est très engagée dans la défense de son territoire, une forte solidarité européenne et occidentale pour soutenir ce pays, la reconnaissance de l'Ukraine comme candidat à l'Union européenne, pour rentrer dans l'Union européenne, même si ça prendra du temps, même si c'est compliqué, mais c'est quand même la reconnaître comme candidat, un renforcement des questions militaires et un renforcement de l'OTAN, avec un élargissement de l'OTAN qu'il n'imaginait pas non plus, avec bien évidemment la Finlande qui est déjà rentrée, la Suède qui ne va pas tarder à rentrer, il faut que le Parlement hongrois se prononce sur ce registre. Mais la Turquie a déjà dit oui pour l'entrée de la Suède. Alors, c'est vrai que ces éléments, ça a été la création de la communauté politique européenne, il y a encore un élément de plus pour permettre des dialogues riches. La solidarité européenne, elle s'est exprimée au travers des visites successives des principaux dirigeants européens et même au-delà de l'Europe à Kiev. C'est un élément qui n'est pas à négliger. Et si je regarde bien, un 13e paquet de sanctions vient d'être adopté cette semaine pour sanctionner les entreprises chinoises qui approvisionnent la Russie en armes, indiennes, turques, serbes. Et la Hongrie n'a pas mis son veto, alors qu'on pensait qu'elle mettrait son veto, n'a pas mis son veto pour ce 13e paquet. Alors bien sûr, les sanctions, et vous l'avez dit l'un et l'autre, ces sanctions sont contournées de différentes façons, bien évidemment, sur ce registre. Mais on s'aperçoit qu'on a une forme de changement de notre monde qui devait être la fin de l'histoire, avec Fukuyama, c'est tout à fait différent. Alors, premier aspect, me semble-t-il, c'est une accélération du concept de défense européenne du fait de la guerre en Ukraine. Et on avait oublié un petit peu l'article 42 du traité sur l'Union européenne, article qui nous dit, au cas où un État membre serait l'objet d'une agression armée sur son territoire, les autres États membres lui doivent aide et assistance. C'est l'équivalent de l'article 5 du traité de l'OTAN, et ce n'est pas à négliger. Et on comprend pourquoi l'Ukraine va aussi rentrer dans l'Union européenne, ce n'est pas à négliger non plus. Et Joseph Borrell avait prononcé et indiqué, fait une analyse très stimulante. Notre monde d'une multipolarité désordonnée, notre monde est compétitif, où tout est militarisé, tout est une arme, l'énergie, les investissements, l'information, les flux migratoires, les données, la lutte mondiale dans tous ces domaines, renforcée par la montée du nationalisme, du révisionnisme, de la politique identitaire. Charles Michel, encore plus récemment, dit « Si l'Ukraine perd cette guerre, il y a un risque énorme pour toutes les valeurs européennes ». On peut avoir donc de grandes évolutions. Une évolution, me semble-t-il, sur ces registres, évolution sur la question de la défense de l'Union. On ne parlait pas vraiment, ou plus beaucoup, de défense de l'Union européenne. C'est la guerre en Ukraine qui a valorisé en quelque sorte cette analyse, discussion. Et puis la création aussi d'une communauté politique européenne qui regroupe tous les États européens, sauf bien sûr le Bélarus et la Russie, mais tous les États européens sont à l'intérieur. Et puis lorsqu'on regarde les sondages, alors je n'ai pas le temps de les développer, mais lorsqu'on regarde les sondages, les eurobaromètres, les Européens sont d'accord pour l'aide à l'Ukraine, comme en ce qui concerne l'accueil des réfugiés et leur protection, bien sûr. La même chose pour les sondages concernant l'aide aux armes. Alors là, c'est pour les armes. Alors regardez là où se situe la France en la matière. Et l'aide pour les réfugiés, on voit la même chose, la même idée. Je rappelle qu'il y a 4,2 millions de réfugiés dans l'Union européenne sous protection temporaire. Ce n'est pas tout à fait négligeable, 4,200 000. La sécurité et la défense. Alors, sécurité et la défense, je vais aller vite parce que ce sont des choses un peu anciennes, il est vrai,
Ça a tout de suite été le Conseil européen de Versailles en mars 2022. Conseil européen de Versailles avec une déclaration à Versailles, déclaration importante, hein, augmenter considérablement les dépenses en matière de défense, élaborer de nouvelles mesures d'incitation des investissements collaboratifs, investir dans ces domaines-là, favoriser les synergies et la recherche dans ces domaines-là, c'est tout à fait essentiel, bien sûr. C'est l'adoption aussi d'une nouvelle boussole stratégique. Elle était ancienne, elle traînait en quelque sorte. La guerre en Ukraine a accéléré l'adoption de cette boussole stratégique. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails de la boussole stratégique, mais simplement agir rapidement et avec fermeté. C'est effectivement des questions militaires, renforcement des missions et des opérations militaires de sécurité et de défense. Et là, il y a toute une série, et je vous rappelle que depuis lundi, le Conseil de l'Union a décidé une opération de sécurité maritime en mer Rouge. Sécurité maritime en mer Rouge pour éviter que la mer Rouge soit bloquée en quelque sorte, y compris sur les plans économiques, bien évidemment. Ce n'est pas à négliger, mais c'est une opération européenne. Ce n'est pas à négliger et pas une opération, avec beaucoup d'États qui sont dans cette opération. Assurer, renforcer la capacité et anticiper les mesures pour assurer sa sécurité, c'est renforcer en quelque sorte les outils pour assurer la sécurité, et ça va jusqu'à la cyberdéfense bien sûr, investir, alors les économistes savent ce que ça veut dire, investir dans de nouvelles capacités technologiques pour réduire les dépendances technologiques et industrielles de l'Europe, travailler en partenariat bien sûr, et ce partenariat est automatiquement, ces partenariats avec des États qui ne sont pas dans l'Union européenne, je pense au Royaume-Uni bien sûr, mais partenariats aussi avec l'OTAN. Cette boussole stratégique, elle a commencé à fonctionner, alors qu'on pensait que ça prendrait un temps fou, elle a commencé à fonctionner, et si l'on regarde, et je crois que c'est important, depuis le début de la guerre d'agression, si on prend l'Union européenne et ses États membres, ont mis à disposition de l'Ukraine 85 milliards d'euros entre 2022 et 2023, 85 milliards, dont 28 milliards de soutien militaire. Mais le 1er février de ce mois, une nouvelle aide a été adoptée, sans veto hongrois, encore une fois, d'une aide financière de 50 milliards d'euros à l'Ukraine, des prêts, des subventions, un soutien financier, ce n'est pas à négliger aussi sur ce point. Alors, c'est vrai qu'il y a sur ce registre des éléments ah, mes feuilles, alors, ça ne va pas, c'est pas sérieux, ça. Des éléments intéressants sur le plan des chiffres, me semble-t-il, et je crois que ça mérite de les voir. Voilà quelques chiffres. Les dépenses, le budget de défense du monde et des États de l'Union européenne, dépenses mondiales 2240 milliards de dollars, budget des États-Unis 768 milliards, budget de la Russie 85 milliards, budget de défense de la Chine 292. Mais si l'on additionne les budgets des 27 États membres, eh bien en 2022, 236 milliards, en 2025, il est prévu 285 milliards. Ce n'est pas très loin du budget militaire de la Chine. Sur ce point, ce n'est pas à négliger. Je crois que les chiffres sont plus parlants que beaucoup d'autres choses. Si l'on continue ces chiffres, les effectifs militaires des pays européens, si l'on regarde cet ensemble, c'est 1 300 000 personnels militaires pour une population de 448 millions. Les États-Unis, c'est 1 300 000 pour une population de 332 millions d'habitants. La France, 207 000 militaires. Allemagne, 189. Italie, 175. Pologne, 125. Et la Pologne se veut être, d'ici 2025 ou 2030, la première armée européenne avec 300 000 militaires. L'Espagne, 118 000. Si l'on continue aussi sur ce registre-là, et ça a été évoqué tout à l'heure, les pays européens ont augmenté leur budget de défense, la Finlande plus de 36%, la Lituanie plus 27%, l'Espagne plus 27%, et ainsi de suite. La France avec des hausses prévues importantes, hein, pour 2025, 50 milliards d'euros, 2030, 69 milliards, et l'Allemagne, 50 milliards, avec un objectif pour cette année-là de 60 milliards d'euros, avec ce fameux fonds développé par l'Allemagne de 100 milliards, adopté en 2022. Je crois que les chiffres sont très parlants sur ce registre.
Et la France vient de signer avec la Hongrie un accord de coopération en matière de sécurité, premier accord de coopération en matière de sécurité, accord signé le 16 février pour 3 milliards d'euros. Alors la communauté politique... Avec l'Ukraine, t'as dit à la Hongrie. Ah, décidément, il est juste devant moi, donc je suis influencé par mon collègue hongrois, d'origine hongroise, pardon. Alors, effectivement, c'est la première fois qu'il y a un accord de cette nature. L'Allemagne a fait de même aussi avec l'Ukraine sur ce point. Deuxième aspect, c'est, je vois que le temps passe très très vite, la communauté politique européenne à Prague, 6 octobre 2022, ça entraîne toute une série d'États, c'est-à-dire la totalité des États, s'ils sont candidats pour entrer dans l'Union, avec tout un processus en la matière. La conférence sur l'avenir de l'Europe, je crois qu'il faut la rappeler, cette conférence sur l'avenir de l'Europe, eh bien, elle évoquait aussi des questions à l'envers, des questions de défense. C'était en 2022, mais c'est important. Alors, c'est vrai que, est-ce que nous sommes pour autant face à une défense européenne? Je suis prudent en la matière, ce n'est pas certain. Il y a bien une boussole stratégique, et j'aime bien ce que dit Delphine Deschaux-Dutard, spécialiste de ces questions de défense. Oui, il y a bien une boussole stratégique, mais pas concrètement une défense européenne. Et un autre, Nicolas Gros-Vered, relève, l'Europe joue toujours en seconde ligne dans la défense. Alors la défense, parce qu'en Europe c'est une compétence nationale, ce n'est pas une compétence européenne, c'est important, d'où des décisions intergouvernementales qui nécessitent l'accord de tous les États, ce qui n'est pas forcément très simple sur ce registre-là. Alors il y a bien une boussole stratégique, mais transformer la boussole stratégique en défense européenne concrète, c'est plus compliqué, surtout qu'en Europe, il y a une diversité considérable des types d'armes dans les armées européennes. Par conséquent, elles ne sont pas forcément compatibles les unes avec les autres, compte tenu de la différence d'armes, et que mettre en place une politique industrielle en matière d'armement n'est pas simple. L'Allemagne est réticente en la matière, la France est aussi réticente en la matière, et chacun défend son bout de gras, d'où l'effet qu'on imaginait un combat aérien du futur, système aérien du futur, un char du futur, et on nous dit que l'horizon pour le char du futur et l'avion du futur, c'est 2040. C'est pas tout à fait demain, bien sûr. Alors, c'est vrai que sur ce point, pour autant, l'OTAN s'est agrandie, c'est clair, avec l'entrée de nouveaux États. C'est effectivement des réunions des états-majors des deux, état-major de l'Union européenne, état-major de l'OTAN, ils se réunissent très régulièrement à Bruxelles. Et c'est aussi des déclarations, et c'est important, des déclarations conjointes de l'OTAN sur le partenariat. Je crois que c'est important d'avoir ça à l'esprit, déclaration sur la coopération entre l'Union européenne et l'OTAN. Le partenariat stratégique entre l'OTAN et l'Union européenne repose sur les valeurs que nous partageons, sur notre volonté de relever ensemble des défis communs, ainsi que sur notre ferme détermination pour pouvoir et à préserver la paix, la liberté, la prospérité, parce que beaucoup d'États membres de l'Union européenne font nettement plus confiance à l'OTAN qu'à l'Union européenne sur les questions de défense. Ce n'est pas à négliger, ça entraîne toute une série de conséquences. Il y a une place déterminante de l'OTAN, bien sûr, c'est à avoir à l'esprit. Alors c'est vrai que notre président plaide régulièrement pour la souveraineté européenne, il l'a rappelé à plusieurs occasions, l'autonomie stratégique européenne. Certains suggèrent même à la France de mettre sa force nucléaire de dissuasion au service de l'Union européenne, qui n'est pas forcément évident. Se réunir autour d'une table à 27 pour savoir si on appuie ou pas sur un bouton à l'unanimité, c'est pas forcément évident non plus, il faut l'avoir ça à l'esprit aussi, mais c'est quelque chose qui évolue. Alors c'est vrai que des auteurs, j'ai cité tout à l'heure Nicolas Gros, l'Union européenne se cantonne volontairement dans sa position favorite, être un financeur, et ça marche, un législateur, ça marche aussi, plus difficilement un militaire, un pourvoyeur d'aide humanitaire, ça fonctionne très bien. La défense, et pour Delphine Deschaux-Dutard, encore une fois, si la défense européenne n'est pas un mirage administratif, ne court-elle pas le risque de devenir un mirage stratégique, faute de vision collective? Et des auteurs comme, et je vous invite à lire ces ouvrages aussi de Pascal Boniface ou de Bruno Tertré sur ces sujets, et ils considèrent qu'au fond, à l'occasion de cette guerre, c'est l'Union européenne qui est la grande perdante, tout au moins en son sein, ceux qui plaident pour l'autonomie stratégique
C'est ce que pense Pascal Boniface sur ce registre. C'est important de l'avoir à l'esprit. Bruno Tertré, dans La guerre des mondes, lui aussi, l'Union européenne doit se défendre en construisant son autonomie stratégique. Elle doit affirmer de plus en plus une souveraineté spécifique. La taille des États, dans un monde qui change très vite, est importante si on s'unit ensemble. Autre prise de parole de la présidente de la Commission européenne lors de son discours sur l'état de l'Union. Au fond, il dit une chose, que l'Europe ne sorte pas de l'histoire. Cette même conviction est dans un monde d'incertitude. L'Europe doit une fois de plus répondre à l'appel de l'histoire. Et donc ne pas sortir de l'histoire, ce n'est pas à négliger non plus sur ce registre-là. Alors c'est vrai qu'il y a une autre interrogation qui apparaît en 2024. Une interrogation, qui sera président des États-Unis d'Amérique fin 2024, début 2025, bien sûr, pour la prise de fonction. Ce n'est pas à négliger parce que si l'on voit la résistance des républicains au Congrès concernant l'aide à l'Ukraine, on peut être inquiet sur la suite de cela. Et c'est vrai que sur ce registre, face à la menace de Trump, certains disent aux armes européens, des pistes, l'autonomie stratégique, des bases permanentes de puissance européenne et un parapluie antimissiles et nucléaire européen pour protéger l'Europe à cette occasion. Je rappelle que la conférence de Munich qui vient de se dérouler, dans cette conférence de Munich, la présidente de la Commission européenne dit « L'Union européenne doit sans doute renforcer sa base industrielle de défense. Nous devons être bien meilleurs dans la production de défense. Et si je devais être reconduite comme présidente de la Commission européenne, j'installerai à la Commission un commissaire à la défense en pleine fonction, bien sûr. » Et c'est vrai que sur ce registre, et c'est un peu ma conclusion, parce qu'il y a des sondages qui ont été réalisés par l'Université d'Oxford. Sondage réalisé par l'Université d'Oxford montre que 57% des Chinois interrogés, une majorité de personnes en Arabie Saoudite et en Turquie, et des majorités relatives en Afrique du Sud, en Indonésie, en Corée du Sud, pensent que les États-Unis sont désormais en guerre contre la Russie. Nombre d'entre eux pensent également que la Russie gagnera la guerre et que l'Union européenne s'effondrera dans les 20 prochaines années. C'est ce que pensent ceux qui ont été interrogés par ce sondage publié de l'Université Oxford sur ce registre-là. Alors, pour rester un peu optimiste d'une certaine manière, vous avez des ouvrages passionnants qui vient de sortir, Sylvain Kahn vient de sortir ce mois-ci, sur l'Europe face à l'Ukraine, et plus ancien, celui de Nicole Gnesotto. Le projet impérialiste, je lis Sylvain Kahn, le projet impérialiste et colonial de l'État russe concurrence dangereusement par la violence la construction européenne d'un territoire supranational interdépendant, pacifié et démocratique qui s'étend par l'attraction et le libre choix des sociétés. Laisser gagner la guerre revient à exposer l'Europe à une vulnérabilité permanente. Pour Nicole Gnesotto, ce bouquin publié en 2022, c'est faire l'Europe, changer ou périr. On ne peut pas être plus clair que cela. Moi, je conclus mon propos, on ne peut pas laisser gagner Poutine. Ça ne peut pas être, selon la formule que je n'ai pas appréciée d'Emmanuel Todd, ça ne peut pas être la défaite de l'Occident, dernière publication d'Emmanuel Todd. Les Ukrainiens se battent pour l'Europe, il ne faut pas l'oublier. Merci. Alors, compte tenu du temps, nous avons été, et moi aussi d'ailleurs, un peu long, par conséquent, à vous, les questions. Oui. Oui, j'aurais une question technique. Merci beaucoup les trois exposés, c'était passionnant. J'aurais une question technique au nom d'un ignorant. Vous avez dit que le rouble était la monnaie utilisée pour les transactions internationales par la Russie, mais quand on regarde, alors peut-être que ce sont des vieux chiffres, les monnaies importantes pour les transactions internationales, on voit bien en 10e position la monnaie de Nouvelle-Zélande, mais on ne voit pas le rouble. Ah oui, bien sûr. Et je l'avais dit, que le rouble n'était pas convertible. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Je vous remercie de votre question. La République populaire de Chine
et la Fédération de Russie aujourd'hui, dans leur soft power, dans leur influence régionale, voire plus, rêvent, ces deux nations rêvent d'avoir une monnaie convertible. Mais vous avez raison, aujourd'hui ce n'est pas une monnaie convertible au sens des canons de l'économie internationale. Donc les monnaies convertibles majeures, on ne va pas aller jusqu'à la 10e place pour évoquer la monnaie néo-zélandaise, mais c'est évidemment le dollar des États-Unis, l'euro, la livre sterling, le franc suisse La monnaie chinoise. non. Le yen. Et le yen du Japon. Mais je le répète, ces pays font pression Oui, pour que ça soit dans leur environnement de proximité d'abord, en Asie centrale par exemple pour la Fédération de Russie, ou en Asie du Sud-Est pour la Chine. Donc quand un client, un partenaire accepte la monnaie, de facto, elle devient la monnaie de transaction. Mais ce n'est pas une monnaie de réserve au niveau international, ce n'est pas une monnaie de réserve qui est stockée par les banques centrales des différents pays. Donc, en résumé, le rouble et le yuan ne sont pas... Le yuan est plus avancé, puisque c'est devenu une des monnaies utilisées par le Fonds monétaire international pour calculer son panier de monnaie international lorsqu'il intervient quelque part. Ça, c'est depuis 2016. Pour le yuan chinois, pour le rouble n'en est pas à ce stade-là. Mais certains partenaires de ces deux pays, certains partenaires de la Fédération de Russie aujourd'hui, acceptent d'être payés en roubles pour leurs transactions, et c'est une nouveauté. Ça contribue en effet à soutenir cette monnaie qui a été assez affaiblie dans les premiers mois du conflit. Oui. Est-ce que c'est clair, monsieur? Oui. Moi, j'avais vu Bon. D'accord. La monnaie chinoise dans ce cas. Non, la monnaie chinoise n'est pas une monnaie convertible pour nous. Oui. Puis, je vais commencer par une réflexion, je ne sais pas qui elle appelle une réponse. Une des choses qui m'étonne dans cette guerre, c'est la grande passivité du peuple russe. Hein. Ma jeunesse a été sous le signe de la résistance à la guerre d'Algérie. Je sais ce que c'est que résister, par pratique tous les jours. Hein. J'ai connu aux États-Unis un peu plus tard, dans les campus en tout cas, qui assistaient à la résistance des universitaires et des étudiants américains qui étaient quand même bien visibles et qui a fini, je pense, par remporter le morceau, hein, à me comprendre. À part Navalny, vous connaissez le sort, on n'assiste pas à beaucoup de résistance à cette guerre qui, dont on peut se demander quelle sens est là pour les Russes. Mais j'avais quand même une question beaucoup plus précise. Hein. On a beaucoup parlé, on a beaucoup dit que Poutine avait constitué, avant même cette guerre, un trésor de guerre qui s'était constitué une masse financière pour faire face à une guerre qui de toute façon coûte très cher. Et toute guerre, surtout les guerres modernes, coûte incroyablement cher. Un truc que je pourrais développer. Non, peut-être pas, il faut. Mais c'est une question là plutôt. Hein. On peut se demander si ce trésor de guerre est suffisant pour prolonger une guerre très longtemps. Qui veut répondre? Sur le trésor de guerre, je n'ai pas d'informations. Ce qui est sûr, c'est que Eric est plus spécialiste que moi de la Russie, hein, mais le clan Poutine a accumulé énormément de richesses, mais à des fins personnelles. Il a au moins sa fortune. Il y a beaucoup d'enrichissement personnel, en fait, hein, notamment par prédation de ressources naturelles. Après, le trésor de guerre, bon, moi j'y crois pas trop, parce que ce qui joue quand même pour la production d'armement, c'est pas tant l'argent que les technologies, les matières premières, les capacités industrielles. Donc même si on a un trésor de guerre, je vois pas trop à quoi il peut servir si on n'a pas les capacités industrielles. Ou, oui, c'est ça. Donc voilà. Donc je sais pas, Eric, si tu as des... Les réactions en Russie, c'est ça. Ouais. Sur les réactions en Russie, je crois qu'il faut... D'abord, vous avez raison, monsieur, les dépenses sont considérables. On estime, c'est juste un petit... On estime les dépenses pour chacun des belligérants pas très loin de 500 millions d'euros par jour pour l'Ukraine et la Russie.
C'est hallucinant comme dépense. Alors sur votre premier point, qui est un point très compliqué, pour comprendre la société, pas la société russe, peut-être la société slave, je vous renvoie vers un autre auteur aussi, un des meilleurs spécialistes des religions monothéistes en France, et peut-être au-delà. Moi, je pense au-delà. C'est Jean-François Colosimo. Jean-François Colosimo qui a écrit un ouvrage absolument superbe qui s'appelle « Dieu au pays de Dostoïevski ». Dieu au pays de Dostoïevski, : ou le malheur russe. Bon, alors je vais essayer de vous répondre en deux temps très rapidement. Je pense que ce pays est structuré, la société est verticale, et le peuple est au sommet de la pyramide. Il n'y a qu'une personne qui échappe aux critiques, c'est le chef, parce son pouvoir est issu de Dieu. Staline, 50 millions de morts. J'ai rencontré je ne sais combien de familles en Russie qui me disaient « Staline, c'est pas si mal que ça ». Bon, Ivan le Terrible, qui a fait crever les yeux de l'architecte qui a pour l'église Sainte-Basile sur le Kremlin, sur la place Rouge, est un type qui a une bonne place dans les livres d'histoire du secondaire et ailleurs. Mais quant à Vladimir Poutine, alors les Russes ne se lèvent pas le matin en disant « Poutine est divin ». Mais inconsciemment, il est inscrit dans cette société verticale un pouvoir qui est déiste au sommet, et tout le reste est terrestre. Parce que si vous interrogez un Russe sur le Premier ministre, c'est un incapable, les militaires sont corrompus, et l'Église, on ne peut pas leur faire confiance, mais Poutine est pas mal. Donc c'est une société verticale qui ne remet pas tout de suite, ou pas encore, et qui a eu aussi, je l'ai dit tout à l'heure, peut-être pas de façon suffisamment claire, mais qui a courbé les chines au fil des siècles, et les chines sont encore courbées. Alors, ceci étant dit, on peut aussi ajouter, dans la période plus récente, le fait que, là, je l'ai dit aussi, les Russes vivent moins mal. Ils vivent incontestablement moins mal. Donc on peut contester ça. Moi, je vous l'affirme, ils vivent moins mal avec un revenu qui s'améliore. Et donc, ça veut dire, je ne parle pas des oligarques, des billets de 500 € à Courchevel ou des yachts à Saint-Tropez. Je parle de la classe moyenne qui va visiter les pyramides en Égypte et la Tour Eiffel à Paris, ou la porte de Brandebourg à Berlin. Donc, ce sont des gens qui sont et qui aiment, après avoir souffert longtemps, les grands-parents, les parents, les années 90 qui ont mutilé tout le monde, ce sont des gens qui entendent ce discours, nationaliste de reconstruction de la Grande Russie. Et si en plus on vit moins mal, et j'ai encore une phrase, si en plus on vit moins mal, ça peut expliquer une partie de la passivité. Le troisième point, c'est que Vladimir Poutine a laminé son opposition, ou ses oppositions. Donc, si vous cumulez tout ça, on n'est pas loin d'une explication qui tient debout. Une question. Oui. Bon, moi, l'espoir qui avait été émis à la fin du bloc soviétique, un certain retour à la raison, et non à la passion des peuples. Maintenant, et non... Plus fort, plus fort. Oui. L'espoir qui avait été émis à la fin du bloc soviétique, par un espoir global de retour de la raison au détriment de la passion, semble, à cause de certains économistes qui ont pris le pouvoir, bien sûr. Ça c'est juste. Ont-ils de conseillers auprès des principaux États de l'Ouest, est tourné à la rigolade. Mais je trouve ça dommageable. Bon, alors... Si vous me permettez, je l'ai dit. Ouais. Et je trouve qu'effectivement, les valeurs n'ont pas été valorisées. Vous avez parlé du livre de Colosimo, mais en Europe occidentale, encore les économistes dominent, les financiers. D'accord, je suis absolument d'accord. Et sans vision démocratique. Et moi, la stratégie de troubler l'Union européenne fonctionne de partout. Moi, je dis, un exemple terrible, au-delà de l'Ukraine et de la guerre, c'est la guerre au Proche-Orient. Pour moi, elle a été fomentée par les alliés de l'Iran. Les croisades, le Hamas, le Hezbollah et les Houthis, comme paradoxalement,
Où est la question? Où est la question? La question, est-ce que les valeurs vont revenir même au sein de l'Union européenne? Et comment contrer justement les possibilités de faire étendre la guerre à travers certains éléments du BRICS? Deuxième question. Je ne pense pas que les valeurs soient atteintes au sein de l'Union européenne. Franchement, vous pensez ça? Il faut être lucide. Les inégalités au sein de l'Union européenne sont quand même de plus en plus énormes. Là, je ne pense pas. Mais les inégalités, je pense pas. Si. Bon, moi, Vas-y, parce que là, je ne partage pas son point de vue. Comme tu veux. Non, moi je pense qu'il faut qu'on soit très prudent sur la séduction que peut opérer les vocabulaires universels du siècle des Lumières et de la démocratie. C'est vrai que les démocraties, c'est aujourd'hui, il y a plutôt des reculs qui sont observés et un certain nombre de discours, peut-être simplifiés, avec des valeurs, séduisent les pays émergents et en développement. Ça, c'est vrai. Et donc, il faut s'interroger sur la solidité. Alors, je ne sais pas, je suis d'accord avec Henri Ogandor sur le fait que les valeurs en Europe sont toujours là. Mais la pédagogie de ces valeurs, il faut convaincre aussi que ces valeurs débouchent sur du mieux-être pour le plus grand nombre, parce que les inégalités se creusent. Mais ça veut dire qu'il faut être participant aux élections européennes pour éviter que le populisme l'emporte et qu'il y ait la majorité au sein du Parlement européen. Parce que sinon, alors là, ça serait très grave si le populisme l'emporte, parce que c'est l'Europe qui serait détruite de l'intérieur. Donc moi, je tiens beaucoup à cette dimension. Et à la condition que les promesses n'enchantent que ceux qui croient. Et il faut demander des comptes régulièrement. On va aller regarder la Cour des comptes, les rapports de la Cour des comptes de l'Union européenne, très sérieuses. 240 milliards en armement, on ne fait rien contre les changements climatiques. C'est comment ils sont. Mais oui, mais il y a la guerre, alors c'est compliqué. Il y a la guerre. Oui, mais la Vous en foutez de la guerre, peut-être. Et les changements climatiques s'aggravent. Oui, mais la guerre est là. Citoyen. Je voulais simplement apporter une information des livres qui ont été mentionnés par monsieur. Et dans le prolongement de l'intervention qui a fait tout à l'heure sur la soi-disant passivité du peuple russe, il y a un livre qui vient de paraître en fin 2023. Je suis un petit peu étonné que vous ne l'ayez pas mentionné, de Mikhail Shishkin. Oui, tout à fait. Je peux dire une phrase en même temps et puis on va couper la parole. Éclairant sur, depuis des siècles, avant ça, après le Moyen Âge, pourquoi le peuple russe est coincé dans ce mensonge qui se perpétue de siècle en siècle et qui existe encore aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle on parle de passivité, et même si tous les intellectuels russes sont partis ou s'en vont. Mais je trouve que ce livre est déterminant, c'est pour ça que je veux vraiment le mentionner, parce qu'il est extrêmement éclairant, il est récent, il a été écrit par ce monsieur Shishkin, qui est exilé en Suisse maintenant. Encore exilé. Et qui, en 2014, au moment de la Crimée, est parti et s'est exilé en Suisse. Il est vraiment déterminant et très éclairant. Voilà. Merci. C'est comment il est Mikhail Shishkin, la paix ou la guerre. Oui, mademoiselle. Encore une fois, madame. Shishkin. Encore une fois. Mikhail Shishkin. Il y a une question, il y a quand même une question peut-être, que c'est intéressant d'écouter les questions des autres. Non, j'avais une question sur les sanctions justement qui ont été détournées par la Russie. Est-ce que maintenant, en fait, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'il faut continuer les sanctions? Est-ce qu'il faut en prendre d'autres? Et qu'est-ce qui explique, enfin vous avez expliqué cet échec, mais est-ce qu'il y aurait d'autres sanctions qui pourraient marcher? Voilà. Juste. Le problème des sanctions, Eric, tu l'as évoqué, c'est que ça fonctionne rarement. En fait, Eric a évoqué l'Afrique du Sud, peut-être comme exemple de succès de sanctions. Mais ça a quand même été très largement des échecs. Et le problème des sanctions, c'est que ça affecte beaucoup les populations civiles, souvent, avec une diminution du niveau de vie. Bon, il y a eu des cas, l'embargo contre l'Irak, ça aurait fait des centaines de milliers de morts civiles. Donc, le problème, alors maintenant, on fait des smart sanctions, des sanctions intelligentes qui ciblent des personnalités proches du pouvoir et des secteurs industriels spécifiques.
Mais il y a des possibilités de contourner aujourd'hui quand on voit l'importance des paradis fiscaux, de l'économie souterraine, des cryptoactifs, etc. On peut imaginer qu'il y a pas mal de contournements. Voilà, alors après, il y a aussi beaucoup de contournements d'embargo, tout simplement. Alors, bon, est-ce qu'il faut être plus sévère pour... je sais pas, raisonner les navires, parce qu'il y a des journalistes qui traquent, etc. On ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que les sanctions qui avaient suscité beaucoup d'espoir, notamment dans l'entre-deux-guerres, avec la Société des Nations, aujourd'hui, on se rend compte que c'est une réponse, c'est-à-dire que c'est une réponse, en quelque sorte, ça montre le mécontentement de ceux qui initient les sanctions. Donc c'est nécessaire, c'est un message qui est envoyé. Après, sur l'efficacité, bon, il y en a une qui est d'empêcher le développement économique et technologique de la Russie. Hein. Ça marche pas. Voilà, mais ça ne marche pas. Au niveau du changement de régime et de sa politique, ça ne marche pas. Tu voudrais rajouter quelque chose sur les sanctions, je crois. Non, pas nécessairement. Une autre question. Allez, vas-y. Ah oui, là-bas au fond et devant. Oui, moi c'était par rapport aux chiffres sur les dépenses militaires des différents pays européens. Je mets ça en relation avec les déclarations de l'inénarrable Trump qui disait que il ne soutiendrait pas, voire même il inciterait la Russie à attaquer un pays. Je crois qu'il parlait de l'Estonie. Mais en fait, avec les chiffres que tu as donnés, c'est vraiment du bluff électoral parce que aujourd'hui, les États européens ont augmenté et sont presque à plus de 2%. Voilà, exactement. Et là, je voudrais ajouter un point, un micro-point, c'est que les chiffres en tant que tels, monsieur, ça ne suffit pas. Il faut regarder le contenu. Oui, bien sûr. Est-ce que ces chiffres correspondent à des recherches technologiques? Oui. Est-ce que ça débouche sur des technologies sophistiquées ou est-ce que ce sont des salaires ou des salaires d'une administration de plus? Donc, voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que les dépenses européennes, le tendon d'Achille, c'est que ce n'est pas une nation et que c'est pas, il y a des redondances et ça, tu l'as très bien dit. Mais le contenu technologique est assez élevé. Le contenu technologique est assez élevé aux États-Unis ou en Europe. Donc le chiffre européen, si vous le coefficientez du niveau technologique, c'est un effort qui n'est pas négligeable. Monsieur ? J'ai bien compris qu'on ne pouvait pas se mettre dans la tête de Vladimir Poutine, mais quelles sont les hypothèses qu'on peut faire et pourquoi il a attaqué l'Ukraine plutôt qu'Estonie ou je sais pas. Est-ce qu'il y a une autre question? Parce que je vois que le temps avance. Est-ce qu'il y a une autre question en rentrée? Comme ça. Non, mais vous savez déjà. Oui, monsieur. Comme ça, on les regroupe. J'ai vu dernièrement qu'il y a 300 milliards d'avoirs russes qui sont bloqués par la Banque Centrale Européenne. Et la proposition que j'ai signée, il y a 48 heures, là, c'est de débloquer ces 300 milliards, de les mettre sur un compte pour la reconstruction. Et de toute façon, il faudra prévoir... Bien sûr, la reconstruction. C'est-à-dire de faire payer par les oligarques russes une partie, au moins... Allez, je vois une autre personne, là-bas au fond. Le deuxième point, excusez-moi, c'est que... Le temps, moi je veux bien. Quand on pense à une solution, on ne la voit pas actuellement. Il reste 5 minutes. L'ONU étant dans l'impuissance que l'on constate, aujourd'hui, on ne voit pas le rôle qu'elle pourrait jouer, qu'elle devrait jouer, pour arriver à une solution négociée. Alors moi, je veux bien dire quelque chose. Oui, vas-y. Là, c'est un point extrêmement important, parce que la plupart des organisations internationales ont été pensées à Bretton Woods et l'immédiat après la Deuxième Guerre mondiale. En plus, c'était avec des organisations qui n'étaient pas neutres, en fait, dans leur approche et de leur vision du monde. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a énormément besoin, plus que jamais, on a besoin de régulateurs supranationaux et on a donc besoin des organisations internationales à un moment où ce sont devenus des machines bureaucratiques avec un contour politique étriqué et des financements qui sont insuffisants. Moi, j'étais aux Nations Unies, j'ai travaillé à l'ONU, et c'est vrai que c'est avec un grand désespoir que je constate aujourd'hui que personne, mais qui écoute l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, dans le dialogue sino-américain, qui s'est intéressé à la vision des grandes organisations internationales
sur les conflits au Moyen-Orient ou ailleurs. Vous avez raison, et ça c'est très très grave, parce que ça veut dire qu'il n'y a plus de régulateurs supranationaux. Nous avons besoin plus que jamais d'organisation à un moment où les nations se replient sur elles-mêmes. Oui. Il faut supprimer le droit de veto. Ah non, là-bas. La question sur l'Ukraine. Là-bas au fond. On n'a pas répondu. La question sur la guerre en Ukraine et pourquoi pas ailleurs. Ah oui, bon alors là. Ben, il y a ailleurs, il y a déjà ailleurs. Pour le président de la Fédération de Russie, là je ne suis pas dans sa tête, je lis seulement ce qu'il écrit ou dit. L'Ukraine n'existe pas. Voilà. Alors il se trompe, un pays a le droit de naître, hein. Oui. En tant que nation souveraine, ce pays a existé 4 années, de 1917 à 1921, le traité de Riga, et évidemment, depuis le collapse de l'Union soviétique, soit depuis 1992, sa constitution date de 1996. C'est un pays récent, oui. Mais quand l'Allemagne est née, hein, en 1871, dans le palais des Glaces à Versailles, après la défaite de Sedan, si on était en 1873, l'Allemagne n'avait que 2 ans. Donc, c'est un pays en tant qu'État-nation. Oui, mais donc, ça, c'est une première remarque. Parce qu'il considère que les frontières, grosso modo, et le grosso modo a son sens sur l'extrême est de l'Ukraine, les frontières de l'Ukraine sont en effet récentes. C'est un pays qui a des frontières qui sont stabilisées. Et dans la tête de M. Poutine, elles ont été stabilisées en partie pendant la période de la République socialiste soviétique d'Ukraine, c'est-à-dire pendant l'Union soviétique. Donc l'Ukraine doit tout à l'Union soviétique de son point de vue. Ça, c'est une des raisons. L'autre raison, vous m'accordez encore une minute, c'est que M. Poutine considère que l'Ukraine est dirigée par des nazis. C'est un vocabulaire qui m'a bouleversé, bousculé, irrité, et j'ai essayé de mieux comprendre. Donc là, il fait des références à des points d'histoire, au moment où l'Holodomor des années 30, qui se payait par l'avancée de l'opération Barbarossa menée par le Troisième Reich, où certains auraient facilité, etc. Donc à Stalingrad, il y avait des unités de l'armée rouge qui étaient contre des unités ukrainiennes de l'ouest ukrainien qui se sont engagés. Et donc ça laisse des stigmates, ou en tout cas c'est monté en épingle, mais il y a des moments où les pages de l'histoire doivent se tourner, puisqu'on a dit tout à l'heure que le nationalisme ukrainien était né. Absolument. Une question là-bas au fond? Merci beaucoup pour cette conférence. Alors, les leçons d'une guerre, pour pouvoir les tirer, il faudra aussi qu'elle se termine. Et quand elle se terminera, vous êtes revenu à plusieurs reprises sur l'idée qu'il ne fallait absolument pas laisser la Russie gagner la guerre et qu'il fallait aider l'Ukraine à gagner cette guerre. Mais finalement, qu'est-ce que c'est que gagner la guerre? Parce que voilà, il y a la guerre militaire, la guerre économique, la guerre culturelle, la guerre diplomatique. Même militairement, c'est pas très clair. Est-ce que reprendre la Crimée, reprendre loin, Donetsk, qu'est-ce qui constituerait une victoire pour la Russie ou pour l'Ukraine? Non mais pour la Russie, c'est garder le territoire qu'elle a conquis de la taille du Portugal. Du côté ukrainien, c'est récupérer des territoires. Et on aurait pu imaginer que l'Ukraine soit plutôt dans le sens d'une fédération, enfin, et avec des partis plus russophones que d'autres, et ainsi de suite. Mais moi, je n'ai pas la clé, hein, malheureusement. J'ai observé, j'essaye de comprendre. Je crains qu'elle dure encore un certain temps et qu'on se prépare au moins au double de ces 2 ans, encore une fois. Mais je crains que ça dure encore. Ce qui était visé, c'était le contrôle du territoire ukrainien et de Kiev. De Kiev, mais en quelques semaines. Et de ralentir le processus européen, l'européanisation de l'Ukraine et du regard de l'Ukraine sur l'Europe. Moi, je me souviens, parce que j'ai travaillé, personnellement, j'ai travaillé sur ce qu'on appelle la PEV, la politique européenne de voisinage. La politique européenne de voisinage, c'est 2012, 2013, 2011, 2012, 2013. C'est l'action de l'Europe vis-à-vis de ses voisins. Bien. On a travaillé pendant 3 ans dans des groupes, dans des commissions sur cette politique européenne de voisinage. Le président de l'époque, M. Yanukovych, était d'accord pour signer. Mais lorsqu'il s'agissait de signer la PEV ukrainienne de 2014 à 2017, c'est sur 3 ans, 2014-2017, 3 ans de préparation et 3 ans d'application. C'était à Vilnius à l'automne 2013, et bien M. Yanukovych est arrivé en disant « je ne signe pas ». Je ne signe pas.
je ne signe pas, et donc ça a déclenché Euromaïdan, les drapeaux européens à Kiev. Pourquoi n'a-t-il pas signé? Je n'en sais rien. Là, on ne va pas faire on va pas dire ce que les uns et les autres peuvent lire sur Internet. Mais il y a sûrement eu des pressions qui sont venues de quelque part pour dire, écoute, mon ami, si tu signes la politique européenne de voisinage avec les Européens, nous allons revoir nos propres accords. Parce qu'il faut savoir qu'en 2010, ce qu'on appelle les accords de Kharkiv, les accords de Kharkiv, l'Ukraine avait obtenu un discount sur le prix du gaz de 30% par rapport au prix mondial, du gaz russe, de 30%. Et deuxièmement, l'Ukraine avait obtenu de louer la base militaire de Sébastopol sur la mer Noire jusqu'en 2047. Et donc il y a une location de la base militaire de Sébastopol, une location jusqu'en 2047. Il n'est pas impossible, là je ne peux pas le prouver, je n'en sais rien, mais voilà mon avis, vous en faites ce que vous voulez, mais il n'est pas impossible qu'il y ait eu des pressions pour dire à Yanukovych, qui était russophile, et que si tu continues de te rapprocher de l'Union européenne, on va revoir les conditions du prix du gaz, on va revoir les conditions de la location de la base de Sébastopol. Voilà des hypothèses qui peuvent expliquer ceci et cela.